Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, c'est la première vidéo de la série Dimanche on débranche, mais pas trop. Et aujourd'hui, on va parler de la SARL en France. Alors, je vais vous demander un petit peu d'indulgence parce que c'est la première vidéo de ce type-là. Je ne sais pas combien de temps elle va durer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces thèmes-là. Donc là, on va parler donc de la SARL, d'accord? On va essayer de faire un point relativement complet pour que vous ayez les informations dont vous avez besoin si vous ne connaissez pas la SARL. Maintenant, attention, cette chaîne-là n'est pas faite pour faire de vous des experts. Encore une fois, hein, c'est une chaîne qui est faite pour faire de la vulgarisation, c'est-à-dire que je vais vous expliquer avec des mots que tout le monde comprend, des thèmes qui ne sont pas forcément extrêmement aisés à comprendre, d'accord? J'espère que je vais être clair. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire voilà, attention là, quand tu as parlé de ça, c'est pas très clair. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur ça et tout. Et potentiellement, je pourrais rajouter des choses dont vous aurez besoin. D'accord? Donc là, on va parler de la SARL. Oui, alors aussi à savoir. Donc le power bank que j'utilise là, si jamais vous voulez que je vous le transfère, il n'y a pas de problème, d'accord? Il faudra juste m'envoyer un petit message pour me donner vos coordonnées, mais peut-être pas sur YouTube. Donc peut-être donnez-moi vos coordonnées via WhatsApp ou quoi. Vous allez trouver mon numéro de téléphone sur le site du cabinet 314. D'accord? Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en disant voilà Samy, j'aimerais bien avoir le PowerPoint de la vidéo qui parle de la SARL en France. Et à ce moment-là, je vous l'enverrai. Donc, à savoir que ce PowerPoint, il a été fait en utilisant comme source le site du gouvernement, hein, servicepublic.gouv. C'est un site dans lequel vous allez trouver beaucoup d'informations. Je m'appuie beaucoup sur ce site-là parce que c'est des informations qui viennent du gouvernement. Elles sont fiables, d'accord? Donc n'hésitez pas. Voilà. Alors, donc pour commencer, hop, si je l'allume, c'est mieux. Voilà. Donc bon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir donc d'abord une définition rapide de ce qu'est la SARL. On va voir très rapidement les étapes, mais vraiment très rapidement de la création de la SARL. Hein. Sur le PowerPoint, vous aurez un tout petit peu plus de détails que ce que je vais dire aujourd'hui, mais il n'y a pas besoin de parler de ça parce que de toutes les manières, il y a une autre vidéo qui est en préparation où on ne va parler que de la création de sociétés, que ce soit SARL ou SAS, de toute façon les étapes sont relativement identiques. Donc ça, cette étape-là, on ne va pas forcément parler beaucoup aujourd'hui, d'accord? Mais attendez tranquillement, il y a une vidéo qui va sortir là-dessus. Fonctionnement interne, donc comment est-ce que ça fonctionne, qui dirige, tout ça. Le régime fiscal et le régime social du dirigeant. Donc fiscal, c'est pour la fiscalité de l'entreprise et social, c'est pour le dirigeant. On va voir qu'il y a différentes possibilités. Bon, après, obligation et dissolution, oui, pourquoi pas, hein, on verra jusqu'à la fin de la vie de la société. Donc, c'est quoi une SARL? En fait, une SARL, c'est une société. Comme son nom l'indique, SARL, société à responsabilité limitée. La responsabilité limitée, on va en parler juste après, parce que voilà, quand on entend responsabilité limitée, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Ou, potentiellement pire, on croit savoir ce à quoi ça correspond, mais parfois on se trompe. Des fois, la responsabilité limitée, elle n'est pas si limitée que ça, et il va falloir que je vous en parle tout à l'heure pour éviter toute erreur de votre part qui pourrait vous coûter très cher. Donc c'est une société, oui, elle est parmi les plus répandues en France. Oui, de toute façon, en France, une très grande majorité, j'ai pas le pourcentage en tête et je veux pas dire de bêtises, mais la très grande majorité des entreprises, des sociétés en France sont soit des SARL, soit des SAS. La SAS, on va en parler dans une autre vidéo. Donc soit une SARL, soit une SAS. Pourquoi? Tout simplement parce que ces deux types de sociétés-là sont très adaptés pour les entreprises de petite taille. Et la très grande majorité des entreprises en France sont des entreprises de petite taille. Ok, après, il y a d'autres types de sociétés comme la SA, c'est la société anonyme. Je suis même pas sûr que je vais faire une vidéo sur la SA parce que tout simplement, les vidéos que moi je fais, c'est des vidéos qui sont faites pour intéresser mes clients et mes potentiels clients. Une SA, de toutes les manières, je ne pense pas avoir les reins suffisamment solides pour gérer une SA. Une SA, en gros, pour vous donner une idée, c'est la forme juridique des sociétés du CAC 40. Okay, donc clairement, j'ai pas pour vocation à gérer ce type d'entreprise et je pense que la majorité des personnes parmi vous qui regardez cette vidéo-là, la SA, vous n'en aurez pas besoin. Donc la SARL, c'est parmi les deux entreprises commerciales les plus répandues. Donc, les plus répandues, c'est SARL et SAS. Donc là, on va voir quels sont les points importants à connaître sur la SARL. D'accord? Donc
C'est une société commerciale, comme je l'ai dit. Bon, commerciale, ça veut dire que vous allez pouvoir faire du commerce, vous allez pouvoir faire différentes activités, consultant informatique, commerce, e-commerce, restaurant, ce type d'activité, il n'y a aucun souci, c'est fait pour. D'accord? Donc voilà, donc elle est commerciale par la forme, ouais, quelles que soient les activités exercées. Elle peut être constituée oui, par une ou plusieurs personnes, ça on va voir ça dans un slide juste après. Hein. Est-ce que vous êtes obligé d'être plusieurs ou est-ce qu'une seule personne suffit? Spoiler, un seul ça suffit. C'est pas une SARL, c'est une EURL ou SARLU, mais vous pouvez le faire. Ok, donc elle peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales. On verra aussi ce que c'est qu'une personne morale qui ne supporte les pertes qu'à concurrence de leurs apports respectifs. C'est ça la responsabilité limitée. D'accord? Donc la responsabilité des associés est donc limitée. Leur patrimoine personnel est protégé des dettes de la société. Il y a une condition à ça. C'est que les dirigeants respectent bien leurs devoirs et leurs obligations. C'est-à-dire que vous devez tenir à jour la comptabilité, tenir à jour les déclarations TVA, tenir à jour les déclarations fiscales, les bilans. Si jamais vous ne faites pas ça, bon, il ne s'agit pas d'être en retard de 1 ou 2 jours ou même 1 mois ou 2. Non, mais si jamais vous avez des grands retards, ça peut être considéré en cas de contrôle qui donnerait des redressements assez importants qui feraient que la société serait amenée à fermer. Si jamais vraiment vous avez des gros retards, ça peut être considéré comme une faute lourde et à ce moment-là, c'est une faute de gestion grave en fait, une faute lourde ou grave de gestion et ça fait sauter la responsabilité limitée. À ce moment-là, potentiellement, on pourra venir récupérer au moins une partie de ce que doit la société sur vos deniers personnels. Ça, c'est pas cool. Donc, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour rester dans les clous. D'accord? Donc, société commerciale, ok. Elle a une personnalité juridique propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez créé la société, elle va posséder, voilà, en gros, dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la SARL acquiert la personnalité morale. Elle peut alors agir en justice, signer des contrats, posséder des biens et ouvrir un compte bancaire en son nom propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça lui appartient à elle. Ce qui veut dire que si vous êtes même dirigeant, gérant, majoritaire, unitaire, vous êtes tout seul dans votre SARL et sur le compte de la SARL, vous avez 100 000 euros. Les 100 000 euros ne vous appartiennent pas à vous, ils appartiennent à la SARL. Surtout si elle a l'impôt sur les sociétés. J'ai beaucoup de personnes qui pensent qui confondent en fait, que voilà, leur société c'est leur argent à eux. Non, leur société c'est pas leur argent à eux. D'accord? La société, elle a une personnalité juridique propre et elle a son propre patrimoine. C'est la contrepartie de la responsabilité limitée. Si jamais vous pensez que le patrimoine de la société et le vôtre sont confondus, en cas de contrôle, le contrôleur va penser la même chose que vous. À ce moment-là, ça veut dire que si jamais la société elle doit des choses, on va venir chercher chez vous aussi. Faites attention à ça. Ok? Donc voilà, faites bien attention. Les biens et les comptes bancaires de la société appartiennent à la société. Il ne faut pas confondre les biens et l'argent de la société avec vos biens et votre argent à vous. C'est très important. Les associés de la SARL, nombre. Alors, en SARL, il peut y avoir un associé. À ce moment-là, vous êtes une EURL ou SARLU, SARL unipersonnel. Et ça peut aller jusqu'à 100 associés. Si jamais vous dépassez les 100, vous êtes obligé de passer en SA. Mais là, encore une fois, on ne va pas forcément parler de ça pour la simple et bonne raison que les SARL, parmi mes clients que j'ai eu depuis 20 ans, avec le maximum d'associés, s'il y en avait 10, c'était déjà le max. Alors 100, on ne va même pas en parler. Qui peut être associé? Alors, des personnes physiques peuvent être associées. Les personnes physiques, c'est vous qui êtes en train de regarder cette vidéo-là, des personnes physiques. Mais également des personnes morales. Une personne morale, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on vient de dire là juste avant. La personnalité juridique, c'est une personne morale. Donc, imaginons vous avez une holding qui est soit une SARL, soit une SAS, soit une SA, pourquoi pas. Elle a une personnalité morale. Cette personnalité morale peut s'associer dans une SARL. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Okay? Qui peut être associé? Les associés peuvent être des personnes physiques, ça c'est facile, et personnes morales, une autre société, une association. Bon, et il n'y a pas de condition de nationalité, un ressortissant étranger peut être associé, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Les parts sociales. Alors, quand on crée une société, on va voir ça juste après, on dépose un capital. Le capital, c'est une somme d'argent qu'on va déposer à la banque, c'est la mise de départ des associés, du ou des associés. D'accord? En contrepartie de cet argent que vous allez déposer en banque, la SARL va vous donner des parts sociales. Les parts sociales, en gros, c'est des morceaux de cette société-là.
D'accord? Imaginons vous créez une société avec un capital de 1000 euros et que ce capital de 1000 euros, il est séparé en 1000 parts sociales de 1 euro. Vous allez recevoir 1000 parts sociales si vous êtes tout seul. Si vous êtes deux, vous pouvez faire 50-50, donc 500-500 ou 700-300, pourquoi pas, ça c'est libre. Mais donc en contrepartie de votre apport, vous allez recevoir des parts sociales. Et ces parts sociales vont vous conférer des droits financiers, donc de dividendes. Ça, on en parlera aussi. Pas dans je pense pas dans cette vidéo-là et pas dans ce format-là, dans un format plus court, mais plus long quand même que En route vers la compta, parce qu'il y a quand même certaines choses à dire. Oh, peut-être que ça sera quand même un format comme ça. Sur les dividendes, d'accord? Pour que vous compreniez bien ce que sont les dividendes, comment c'est imposé, tout ça, parce que c'est particulier. On va en parler vite fait aussi dans la comparaison entre SARL et SAS, parce qu'il y a des points de différence entre les deux. Donc, quand vous avez des parts sociales, vous avez d'un côté des droits financiers. Donc, en gros, si jamais à un moment donné, il y a un résultat positif et que vous décidez de le distribuer, vous allez avoir droit à une partie du dividende en fonction de votre quote-part dans la société. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous avez 100% du capital, vous allez toucher 100% des dividendes. Si vous êtes à 50-50, normalement vous êtes à 50-50, il peut y avoir des exceptions, mais en gros c'est ça. Et à côté du droit financier, vous allez avoir un droit politique, c'est-à-dire en gros le droit de vote, le droit de décision, toujours selon votre quote-part dans le capital. D'accord? Là, on est donc sur la SARL et en SARL, la cession des titres, elle est encadrée par les statuts et c'est très strict, contrairement à la SAS, mais ça, on verra plus tard. Donc voilà, bon, là, on va passer très rapidement sur la création de la SARL parce que comme je vous ai dit, il y a une autre vidéo qui est en préparation qui ne va parler que de la création et donc sinon, ça va être redondant. Donc voilà, bon, capital social, bon, il peut être symbolique, on peut créer une SARL avec 1 euro de capital. C'est possible, rien ne vous en empêche, mais clairement, on va dire des partenaires financiers, que ce soit des fournisseurs, des potentiels clients ou surtout la banque, si jamais vous avez besoin de financement, s'ils voient que vous créez une société avec un capital de 1 euro, potentiellement, ils vont pas forcément vous prendre au sérieux. Ils vont dire, attends, le mec, il crée une société et lui, sa mise de départ, c'est 1 euro, ça veut dire qu'il n'a pas forcément confiance en ce qu'il va faire. Et donc, potentiellement, ça peut faire en sorte qu'il ne vous finance pas en fait. Nature des apports. Alors, il peut y avoir des apports en numéraire. Les apports en numéraire, c'est quand vous allez apporter de l'argent. Ça, c'est simple. Vous déposez de l'argent sur le compte bancaire. Pardon, ça, c'est des apports en numéraire. Ensuite, il y a des apports en nature. Donc, vous allez apporter du matériel ou... pardon, excusez-moi. Donc des biens matériels ou immatériels, donc des véhicules, des brevets, des fonds de commerce, etc. etc. Ça, c'est possible. Bon, il y a un certain nombre de conditions. Si jamais la part des apports en nature est supérieure à un certain pourcentage du total du capital ou que ça dépasse une certaine valeur, on verra ça une autre fois, vous avez l'obligation de faire appel à un commissaire aux apports. Commissaire aux apports, en gros, c'est un commissaire aux comptes que vous allez payer pour simplement qu'il fasse un rapport en disant oui, les biens ou matériels ou immatériels qui sont apportés en capital valent bien ce qui est écrit sur le papier. En gros, c'est ça. Et après, bon, il y a aussi des apports en industrie, c'est-à-dire voilà, votre compétence, votre travail, mais le problème, c'est que ça ne contribue pas au capital social. Rédaction des statuts. Donc, ok, ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Les statuts dans une SARL, c'est quelque chose qui est extrêmement cadré. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc là, moi, sachez que nous, on fait ça pour nos clients, les clients qui font appel à nous pardon, pour créer leur société. On va leur rédiger les statuts parce que c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Hein. Donc vraiment, il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui sait faire plutôt que de faire n'importe quoi et risquer de faire des allers-retours avec le greffe. Bon, les étapes de la création, donc ok, on rédige les statuts, on dépose le capital à la banque et on obtient un document qui s'appelle attestation de dépôt de capital, on fait une annonce légale, tout ça, je fais vite parce qu'on fera une vidéo là-dessus. On dépose le dossier sur le guichet unique en ligne de l'INPI et on obtient le CABIS. Là, on dirait que c'est rapide. Hein. Officiellement, en 48 heures, on peut obtenir un CABIS. Ça, c'est officiellement. Le problème, c'est que clairement, 48 heures, j'ai jamais vu. Hein. Personnellement, j'ai jamais vu, ou extrêmement rarement. Je ne vais pas dire jamais, mais extrêmement rarement. Voilà, là on revient sur quelque chose qui va vous intéresser et hein, c'est le fonctionnement de la SARL. Voilà, une fois créée, la SARL est dirigée par un gérant. Voilà, donc le dirigeant d'une SARL, c'est un gérant, un ou plusieurs. Il peut y avoir un gérant, il peut y avoir plusieurs co-gérants.
Maintenant, attention, il y a toujours... quand il y a plusieurs têtes, il peut y avoir des soucis. D'accord? Mais en tout cas, il faut garder en tête. SARL, le dirigeant, c'est un gérant. Et ces décisions sont importantes. Ces décisions importantes sont prises en assemblée générale. Un cadre structuré qui garantit à la fois souplesse et sécurité juridique. Donc, en gros, on va voir ça juste après, de toute façon. Voilà. Qui peut être gérant? Le gérant doit obligatoirement être une personne physique. Ça, on verra que c'est différent pour la SAS, parce qu'en SAS, le président, il peut être personne morale, mais en SARL, le gérant, il est obligatoirement personne physique. D'accord? Il peut être un associé, donc on peut être gérant associé, mais c'est pas obligé. On peut être aussi un tiers non associé. On peut être gérant non associé. Et il peut y avoir, donc voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, plusieurs gérants simultanément. Chacun dispose alors des mêmes pouvoirs, sauf limitations prévues par les statuts. Donc dans les statuts, on peut dire, voilà, il y a plusieurs gérants, mais c'est celui-là qui a tous les pouvoirs. Ses pouvoirs et limites. Donc dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Les limitations statutaires de ces pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où sur le CABIS, ou sur n'importe quel site qui est en ligne, qui montre les dirigeants des sociétés, si vous êtes mis gérant, aux yeux des tiers, c'est-à-dire tous ceux qui sont à l'extérieur de la société, vous avez les pouvoirs les plus étendus pour diriger et pour engager la société. Dans les statuts, on peut écrire le contraire en disant attention, le gérant ne peut pas faire telle ou telle décision tout seul. Il doit demander la validation des autres gérants, par exemple, ou des associés, pourquoi pas. Maintenant, s'il ne le fait pas, et qu'il engage la société auprès des tiers, l'engagement, il va tenir. C'est les autres associés qui vont pouvoir porter plainte contre lui, mais en tout cas, la société, elle sera engagée en fonction de ce que le gérant a dit au tiers. Ça, il faut bien le garder en tête. C'est ça que ça veut dire. Hein, les limitations statutaires de ses pouvoirs ne sont pas opposables au tiers. C'est-à-dire, même si c'est écrit dans les statuts que le gérant a un pouvoir limité sur tel et tel point, ce n'est pas opposable au tiers. Donc, on ne pourra pas dire à un tiers avec qui ce gérant a pris un engagement. Non, mais en fait, il n'avait pas le droit de le faire. Le tiers n'est pas au courant de ce qui se passe dans les statuts, donc ce n'est pas opposable. Voilà. En revanche, dans les rapports entre associés, les statuts peuvent limiter ses attributions. Il doit notamment obtenir l'accord des associés pour les décisions extraordinaires, modification des statuts, cession de fonds, etc., etc. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gérant veut faire une modification importante, d'accord, modification de statut, transfert de siège, cession de fonds de commerce, etc., etc., tout ça, ça doit être validé en assemblée générale extraordinaire. Ça aussi, il y a une vidéo aussi qui sera faite sur les obligations juridiques des sociétés pour que vous sachiez ce qu'il y a comme obligation. Donc les AGO ordinaires tous les ans, les AGE extraordinaires uniquement quand il y a besoin. Donc ça, on verra aussi. Mais voilà, donc en gros, il faut savoir que pour les décisions extraordinaires, c'est validé en AGE, Assemblée Générale des Associés Extraordinaires. Les assemblées générales, bon voilà, on va voir ça tout de suite. Donc AGO. Donc l'AGO, c'est l'Assemblée Générale Ordinaire. Ordinaire, donc ça c'est une assemblée qui se tient au moins une fois par an dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice. L'exercice, c'est la durée d'une année, entre guillemets, d'activité de votre société. D'accord? Très souvent, ça suit l'année civile, mais il peut y avoir des clôtures à tous les mois. D'accord, il y a des sociétés qui clôturent au 31 mars, il y en a d'autres qui clôturent au 28 février, etc., etc. La grande majorité, c'est au 31-12, mais ça arrive que ce soit autre chose. Donc, si vous clôturez au 31 décembre, avant le 30 juin de l'année qui suit, on doit faire une assemblée générale ordinaire. Elle approuve les comptes annuels, elle approuve les comptes annuels. Donc, en gros, là, le gérant ou les gérants vont présenter les comptes aux associés. L'assemblée générale va alors valider les comptes. On dit, OK, c'est bon, on valide. Elle va affecter les résultats, donc elle va décider qu'est-ce qu'on fait du résultat, est-ce qu'on met en réserve, est-ce qu'on distribue du dividende ou autre, et prend toutes décisions relevant de la gestion courante. Ouais, bon, les décisions sont prises à la majorité simple. Donc là, pour l'Assemblée Générale Ordinaire, les décisions sont prises à la majorité simple. Majorité simple, il faut qu'il y ait plus de 50%. Pour valider, il faut qu'il y ait plus de 50%. Ensuite, il y a donc ce qu'on disait juste avant, l'Assemblée Générale Extraordinaire. Donc, elle est convoquée pour des décisions importantes. Modification des statuts, augmentation ou réduction de capital, changement de siège, transformation en autre forme juridique, dissolution. Elle retire généralement une majorité renforcée des 2/3 des parts sociales. Donc, en gros, pour prendre ce type de décision, il faut que 2/3 des associés soient d'accord. Voilà.
C'est ça la différence entre AGO et AGE. Consultation écrite, bon, ça, oui, bon, pour la SARL, il est possible de consulter les associés par écrit sans tenir de réunion physique, sauf pour l'approbation des comptes, qui nécessite une réunion ou un vote formel. Bon, maintenant, en réalité, dans la très grande majorité, même l'Assemblée générale ordinaire, c'est un papier, c'est un échange de papier, mais que tout le monde signe. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas au courant. Ils sont tous au courant. Mais normalement, c'est une réunion. Ils se réunissent où ils veulent, hein, au siège de la société ou ailleurs, et ils prennent les décisions. Voilà. Cession et transmission des parts sociales. Oui, donc entre associés. Alors, si un associé veut quitter la société et qu'il veut vendre ses titres à un autre associé, c'est libre, en principe, sauf clause contraire dans les statuts. Ça peut arriver, hein. Imaginez, il y a plusieurs associés qui sont à, je sais pas moi, 25, 25, 25. Pour éviter qu'il y en ait un qui se retrouve directement à 50%, si jamais il y en a un qui part, ils peuvent mettre une clause qui dit non, s'il y en a un qui part, on doit tous rester par exemple à égalité et donc ils vont se partager les titres, d'accord? Donc voilà, les statuts peuvent prévoir un droit de préemption ou un agrément des autres associés, voilà. Et la société doit être constatée, la cession doit être constatée par écrit et déposée au siège social, puis enregistrée auprès des services fiscaux. Oui, une cession de titre, ça c'est pas juste un petit papier, hein. L'administration fiscale doit être mise au courant. Maintenant, si jamais un associé veut partir et veut vendre à un tiers extérieur, là, l'agrément il est obligatoire. La cession à un tiers étranger à la société est soumise à l'agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié. Donc là, il faut au moins que la moitié des associés soient d'accord que vous transmettiez vos titres à quelqu'un d'extérieur de la société. Intéressant, en cas de refus d'agrément, donc imaginons, il y en a un qui veut partir et les autres lui disent non, tu ne vends pas à telle personne extérieure, les associés sont tenus de racheter ou de faire racheter les parts dans un délai légal de 3 mois. Et théoriquement, dans les mêmes conditions que le vendeur avait trouvé. D'accord ? Régime fiscal et social. Donc la SARL est soumise par défaut à l'impôt sur les sociétés. Par défaut, c'est l'impôt sur les sociétés. La protection sociale du gérant dépend quant à elle de son statut. On va voir ça juste après, majoritaire ou minoritaire. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et des règles précises s'appliquent à chaque cas. Donc imposition des bénéfices. Donc normalement, la société, elle est à l'impôt sur les sociétés. La SARL, normalement, de plein droit, elle est à l'impôt sur les sociétés. Le taux normal est de 25%. Donc si vous faites un bénéfice, il est normalement imposé à 25%. Il existe un taux réduit de 15% qui s'applique pour les bénéfices de 0 jusqu'à 42 500 euros. Et tout ce qui dépasse, ça sera à 25%. Maintenant, pour avoir le droit à ces 15% de taux réduit, il faut que le chiffre d'affaires soit inférieur à 10 millions d'euros. Et il faut que le capital social de la société soit détenu à au moins 75% par des personnes physiques ou par des sociétés elles-mêmes détenues directement par au moins 75% par des personnes physiques. Ça, c'est l'impôt sur les sociétés. Maintenant, il y a la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés pour une durée maximum de 5 ans. En gros, moi personnellement, c'est quelque chose que moi, ça je fais pas. Les sociétés à l'IR, les SARL ou SAS à l'IR, j'en ai extrêmement peu parce que c'est quelque chose qui est un petit peu bancal. Il y a des choses, on est vraiment sur une faille du système en fait. Et on ne sait pas jusqu'à quand elle va tenir cette faille. Tous les ans, on est limite d'avoir des décisions qui remettraient en cause tous les calculs des dirigeants. Moi, clairement, personnellement, SARL et SAS à l'IR, j'en fais pas, mais juste voilà, j'ai mis ça là pour que vous sachiez que ça existe. Sur les 5 premières années de la société, vous avez le droit d'opter à l'impôt sur le revenu. Le régime social du gérant. Voilà. Donc, si vous êtes gérant majoritaire, qu'est-ce que c'est qu'un gérant majoritaire? Un gérant majoritaire, c'est un gérant qui possède au moins 50%, pardon, plus que 50%. 50,001, peu importe, mais plus que 50%, vous êtes majoritaire. Maintenant, imaginons, si jamais vous êtes 2 associés dans la société, monsieur et madame, chacun à 50-50, monsieur est gérant, madame ne l'est pas. Monsieur sera quand même considéré comme gérant majoritaire, même s'il n'a que 50% ou même 40% ou même 30%, parce qu'à ce moment-là, on va quand même tenir compte des titres qui sont possédés par son épouse, voire par ses enfants si c'est le cas. Donc dans ce cas-là, il est gérant majoritaire. Donc le gérant majoritaire, il est rattaché au régime des travailleurs non salariés, TNS. Donc là, en gros, les cotisations elles sont calculées sur la rémunération. Et bon, la couverture sociale est plus légère, mais les charges sont moins élevées. Oui, les cotisations sociales en TNS,
c'est environ 45% de la rémunération nette. D'accord. En gros, si vous voulez prendre 1000 euros net dans votre poche, ça va coûter à la société en tout 1450. 1000 pour vous, 450 pour l'URSSAF, pour la sécurité sociale des indépendants, les cotisations TNS. Si jamais le gérant il a 50% ou moins, à ce moment-là, on dit qu'il est gérant minoritaire ou égalitaire. Égalitaire, c'est quand il est à 50%, et minoritaire, c'est quand il a moins. Là, à ce moment-là, il est assimilé salarié. Donc, il est affilié au régime général de la sécurité sociale, comme n'importe quel salarié. Il bénéficie d'une meilleure couverture, maladie, retraite, mais avec des charges patronales plus élevées. C'est même pas charges patronales, hein, c'est des charges sociales en tout. Parce qu'en gros, donc on a dit, en TNS, vous êtes à 45% de cotisation sociale. En salarié, vous êtes à 80% par rapport au net. Ok, parce que vous avez des cotisations salariales et des cotisations patronales. Je pense que je ferai aussi une vidéo pour essayer d'expliquer un petit peu les cotisations sociales, parce que ça aussi parfois c'est pas très net. Point important, le gérant, on dit qu'il a il est mandataire social, et il faut savoir que le mandataire social normalement n'a pas le droit au Pôle emploi. D'accord, donc il va pas cotiser au Pôle emploi, et si jamais à un moment donné il se passe quoi que ce soit, il n'aura pas le droit au chômage. D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est important à savoir aussi. La rémunération du gérant et les dividendes. On va voir vite fait les dividendes parce que ça c'est important pour la SARL, très important même. Rémunération du mandat. Donc, la rémunération du gérant est fixée par les statuts ou par décision des associés en assemblée. Bon, en général, dans les statuts, on ne met pas la rémunération, c'est plutôt par décision des associés en assemblée. En général, bon, la loi dit que l'assemblée générale des associés décide a priori de la rémunération du dirigeant. Ça veut dire qu'en début d'année, ils disent voilà, cette année, un tel va toucher tant. D'accord. La rémunération est déductible du résultat imposable de la société. Ça veut dire que la rémunération que le dirigeant va toucher va venir réduire le résultat de la société et va donc réduire l'assiette de l'impôt sur les sociétés. D'accord. Donc, quand le gérant prend de la rémunération, ça baisse le résultat et donc ça va baisser l'impôt sur les sociétés. Elle est soumise aux cotisations sociales, TNS, donc travailleurs non salariés, ou assimilés salariés selon le cas, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et les cotisations aussi sont déductibles du résultat. Distribution de dividendes. Donc les associés peuvent percevoir des dividendes après approbation des comptes. Pour le gérant majoritaire, TNS, la part de dividendes dépassant 10% du capital, je vais tout vous expliquer parce que ça c'est particulier, du capital social est soumise aux cotisations sociales TNS, ce qui est un point d'attention majeur pour l'optimisation de la rémunération. Voilà, l'articulation entre rémunération et dividendes est un levier d'optimisation important. Consultez un expert comptable, consultez votre cabinet pour trouver le bon équilibre selon votre situation. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes gérant majoritaire de SARL et que vous voulez prendre du dividende, vous avez le droit de le faire. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si vous prenez un dividende qui est supérieur à 10% du capital social, plus les primes d'émission, si vous ne savez pas, c'est pas grave. Si vous ne savez pas, c'est qu'il n'y en a pas dans votre société. Les apports en compte courant que vous avez fait, tout ce qui dépasse ces 10% de capital social, plus les primes d'émission, plus le compte courant d'associé, ça va être considéré comme un complément de rémunération. Ce qui veut dire que sur ce dividende-là, vous allez payer entre 40 et 45% de cotisation sociale, comme si c'était de la rémunération. Ça, c'est très lourd, très lourd. Parce qu'on verra qu'en SARL, les cotisations, en SAS, pardon, les cotisations sur dividendes, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Attendez, ça vient de changer. Ça vient de changer. Avant, c'était 17,2. Maintenant, c'est 18,6. 18,6% de prélèvement à la source sur les dividendes. Et là, on est entre 40 et 45 pour la part qui dépasse les 10%. Et c'est pour ça aussi qu'on a vu, si vous mettez un capital de 1 euro, en gros, tout le dividende que vous allez prendre, il va être soumis à cotisation sociale. Bon, après l'imposition, l'impôt sur le revenu sur les dividendes sera quand même plus intéressant que de la rémunération, mais en termes de cotisation, les dividendes perdent tout son intérêt en SARL. Les obligations légales et comptables. Alors, diriger une SARL implique de respecter un ensemble d'obligations annuelles strictes, tenue de la comptabilité, dépôt des comptes, convocation des assemblées. Le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions civiles et pénales. Ça, de toute façon, que ce soit SARL ou SAS, c'est pareil, il y a des obligations à tenir. Si vous ne le faites pas, il peut y avoir des problèmes. Donc, les obligations comptables. Tenir une comptabilité régulière. Donc, ça, clairement, si vous n'avez pas des bases très solides et un outil qui vous permet de sortir des FEC à la fin, si vous ne savez pas ce que c'est les FEC, passez par un expert comptable, c'est mieux.
il vaut mieux passer par un professionnel qui va le faire pour vous. En plus de ça, nous, on sait le faire, on le fait depuis des années et des années. On va le faire bien, on est au courant de ce qui, enfin, si vous choisissez un bon cabinet, hein, parce que parfois on a des surprises. Donc, tenue d'une comptabilité régulière. La SARL est soumise aux obligations comptables du plan comptable général, ok. Elle doit tenir une comptabilité en partie double, ok. Bon, ça, pareil, ça, normalement, ça va pas vraiment vous intéresser, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vous devez faire une comptabilité sur un outil dématérialisé qui va permettre, en cas de contrôle, de sortir des fichiers, des écritures comptables, parce que c'est la première chose qu'un contrôleur fiscal va venir vous demander. Si vous ne l'avez pas, c'est une amende qui vous attend. Établissement des comptes annuels, donc ça, c'est à la clôture de chaque exercice, la SARL doit établir le bilan, le compte de résultat et les annexes. Donc en gros, on va faire l'alias fiscal, on va transférer ça à l'administration fiscale et ensuite, on fait une assemblée générale avec les associés, on valide les comptes et ensuite, on va faire le dépôt des comptes au greffe. Donc, dans les 6 mois qui suivent la date de clôture, on doit faire l'assemblée générale. Et dans les 2 mois de l'assemblée générale, enfin 1 mois normalement, mais 2 mois si on fait un dépôt en ligne, on doit le déposer au greffe. Et bon, déclaration fiscale, voilà. Donc ça, la déclaration fiscale, c'est avant ça. Hein. C'est la SARL doit déposer annuellement sa déclaration de résultat, formulaire 2065, et le cas échéant, ses déclarations TVA mensuelles, trimestrielles ou annuelles selon le régime. Annuel va bientôt disparaître, mais bon, pour l'instant, ça existe. Des acomptes d'IS sont versés trimestriellement. Voilà. Donc en gros, tout ça, pour les clients, pour nos clients, on s'en occupe pour eux. Hein. D'accord. Si vous avez des bases solides, vous pouvez le faire vous-même. Encore une fois, l'expert comptable n'est pas obligatoire. Il est fortement conseillé, mais il n'est pas obligatoire. Mais si vous n'avez pas une base solide et du temps, confiez ça à un professionnel. Le commissaire aux comptes, on ne va pas forcément en parler parce qu'encore une fois, moi, mes clients à moi, j'en ai aucun qui sont en commissaire aux comptes. Bon, les seuils, c'est 4 millions de total de bilan. C'est 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. 50 salariés, il faut remplir 2 de ces 3 seuils. Bon, le commissaire aux comptes, on va quand même dire ce qu'il y a. Hein. Le CAC, le commissaire aux comptes, est un professionnel indépendant qui certifie la régularité et la sincérité des comptes annuels. Il émet un rapport mis à disposition des associés avant l'assemblée d'approbation des comptes. Sa présence renforce la confiance des partenaires financiers et des tiers. En dehors des seuils légaux qui sont là, les associés peuvent nommer volontairement un CAC pour sécuriser leur gestion. Pour moi, le CAC sur la majorité des entreprises que nous on a comme clients, c'est pas nécessaire parce que ce sont des toutes petites structures, souvent avec un seul ou 2 associés qui se connaissent très bien. Il n'y a pas de voilà, il y a pas vraiment nécessité. Par contre, quand la société elle commence à prendre du poids, là oui, là le commissaire aux comptes peut être très utile. Dissolution et liquidation de la société, bon ok, donc comme on a vu tout à l'heure, c'est une décision en assemblée générale extraordinaire. On nomme un liquidateur, en général ça va être le gérant. On liquide les actifs et les dettes. Donc on liquide les actifs, ça veut dire quoi? Les actifs, ce sont c'est le patrimoine, d'accord? C'est ce que possède la société. On va les vendre. Liquider dans ce cas-là, c'est les vendre. Et les dettes, on va rembourser les dettes. On va payer tous nos débiteurs. Et ensuite, on va clôturer et radier au registre du commerce et des sociétés. Donc la dissolution peut être volontaire, d'accord. Donc c'est voilà, vous en avez marre, vous voulez arrêter de cette société. Vous allez donc faire une liquidation et une radiation amiable. Vous devez rien à personne, c'est très important. Si vous devez de l'argent à des gens, vous pouvez pas le faire en amiable, d'accord. Donc si vous devez rien à personne, vous pouvez fermer la société. C'est relativement rapide et tout va bien. Sinon, ça peut être une liquidation judiciaire. Judiciaire, ça veut dire quoi? Vous devez de l'argent à des gens, à l'URSSAF, à la TVA, à des fournisseurs, et ils sont partis se plaindre au tribunal de commerce. Le tribunal de commerce va vous convoquer, on va regarder, il voit que il y a rien à faire pour sauver la société, on va faire une liquidation judiciaire, elle est donc prononcée par un tribunal. Ou de plein droit, ouais, ça c'est on arrive à l'expiration de la durée de vie de la société, en général c'est 99 ans. Hein. C'est le maximum, mais c'est aussi ce qu'on fait dans tous les statuts, hein, 99 ans. Ou réalisation de l'objet social, bon là encore une fois, ça fait plus de 20 ans que je suis dedans, je suis jamais tombé dans ce cas-là. Hein. Ça fait 20 ans que je travaille en cabinet, je veux dire, et j'ai jamais vu ces cas-là. Une fois que la liquidation est terminée, la société est radiée et cesse d'exister juridiquement. Les associés se partagent le boni de liquidation s'il reste un actif net. Donc en gros, à la fin, on regarde, une fois qu'on a payé tout ce qu'on avait à payer, qu'on a vendu tout ce qu'on avait à vendre, on regarde à quoi ressemblent les réserves et tout. En fonction de ça, on va les partager entre les associés et ça va être considéré comme du dividende s'il y a un boni de liquidation. Si il reste quelque chose à partager,
ça sera du boni de liquidation. S'il ne reste plus rien à partager, c'est un mali de liquidation et à ce moment-là, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à tirer non plus. Voilà, donc la SARL est une structure solide pour entreprendre, protection patrimoniale, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports. Encore une fois, si vous respectez les obligations légales, fiscales et tout, sinon la responsabilité limitée peut très bien sauter. Le patrimoine personnel est protégé des dettes sociales en cas de difficulté, donc à la condition que je viens de rappeler. Crédibilité et structure, la personnalité morale, la publication des comptes et les règles de gouvernance renforcent la confiance des partenaires. Oui, ok. Souplesse adaptée, ouais. Donc de 1 à 100 associés, capital libre, option allière possible sur les 5 premières années, même si moi je n'en fais pas. S'adapte à de nombreux projets des TPE ou PME familiales. Avant de vous lancer, consultez un professionnel du droit ou de la comptabilité pour valider que la SARL correspond bien à votre projet et à votre situation personnelle. Chaque entreprise est unique et la situation de chacun est unique aussi. Donc attention, c'est pour ça qu'il vaut mieux venir nous contacter. D'accord? Donc vous pouvez... je vais mettre en dessous le lien vers le site internet. Vous aurez nos coordonnées, mes coordonnées. Vous pourrez m'envoyer un message si jamais vous voulez des conseils ou quoi. Il n'y a pas de souci. Si jamais vous voulez que je vous envoie le PowerPoint aussi, aucun souci, vous me demandez, je vous l'enverrai. Abonnez-vous, partagez si jamais vous trouvez ça utile. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.